Bonjour à tous, bonjour, je suis Yvan, responsable marketing opérationnel chez Vertal. Merci d'être présent pour ce webinaire spécial pour les professionnels de la distribution dédié à la fertilisation des cultures et au fonctionnement des sols. En attendant que tout le monde se connecte, je vais vous rappeler rapidement le programme. Y a-t-il tout ce qu'il faut dans les sols agricoles? Utiliser le couple pH-EH pour analyser le potentiel redox des sols. Avant d'ajouter, il faut libérer l'existant. Et enfin, les solutions Vertal adaptées aux besoins des sols de vos clients agriculteurs. Voici comment va se passer le webinaire. 40-45 minutes de présentation de Mathieu, notre responsable de formation, ici. Puis 15 minutes d'échange de questions-réponses. Restez bien jusqu'à la fin du webinaire, une surprise vous attend. Il est maintenant bientôt 14h, il est 14h, 14h01. À l'issue du webinaire, votre animateur commercial dédié prendra contact avec vous pour organiser soit une formation lancement de campagne ou alors une animation au sein de votre négoce ou de votre COP, par exemple une journée ou une demi-journée analyse de sève, ou alors pour l'organisation d'animation au sein de vos clients agriculteurs, par exemple une réunion bout de champ. Pensez également à nous suivre sur nos réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Vous trouverez sur la partie droite de notre écran différents onglets. Un onglet chat pour interagir tout au long du webinaire. Un onglet questions qui est réservé aux questions que vous voulez poser à Mathieu, et questions que je transmettrai à Mathieu en fin de webinaire et auxquelles Mathieu répondra, bien évidemment. Et enfin, il y a un onglet sondage qui nous permettra de passer des petits sondages durant le webinaire. Voilà, il est 14h01. Je vois que les participants continuent de se connecter. On est maintenant à une petite trentaine de participants. Voilà, j'entends un téléphone. On peut couper le. C'est le mien, je l'éteins. Voilà, c'est une bonne idée. J'en profite également pour couper le mien. Voilà, c'est fait. Mathieu, tu es prêt? Je vais te passer la main? Oui, oui, on peut démarrer. Ok, il est À ce 14h01. moment-là, je vais partager mon écran. D'accord, je te laisse partager l'écran. Hop. Hop, et je vous laisse. Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous sommes ensemble pour maintenant donc, une petite heure pour aborder un thème important qui aujourd'hui occupe, eh bien, je dirais pas mal de temps dans nos conversations quotidiennes, qui est le thème tout simplement de la fertilisation des cultures. Comment fertiliser les cultures aujourd'hui dans le contexte inédit que nous connaissons tous? Eh bien, justement, c'est l'occasion de revenir encore une fois de plus sur des fondamentaux, et notamment sur un maillon qui est le sol. Alors effectivement, sur le terrain, aujourd'hui, la vraie question qui nous est posée, c'est chaque agriculteur, les agriculteurs que vous suivez ont des parcelles sur lesquelles vous retrouvez des sols qui ont un potentiel donné, conditionné par la fertilité, les différents niveaux de fertilité de ces sols-là. Et l'objectif des agriculteurs, c'est de pouvoir exploiter et exprimer. Il n'y a pas de son. Ah, vous ne m'entendez pas? Ça, c'est pas normal. Pourquoi? Alors, que dit le chat? Si on entend, si on m'entend. Merci à vous d'avoir rapidement répondu. Et on redémarre. Et c'est reparti. Donc, comme je le disais, les agriculteurs que vous accompagnez, vos clients qui vous font confiance, ont des parcelles avec des potentiels donnés qui, avec ça, vont chercher à exprimer au mieux ce potentiel et qui va conditionner la productivité de leur culture. Donc ça, c'est le premier niveau. Aujourd'hui, effectivement, cette notion de productivité est importante. Il faut arriver tout simplement à l'exprimer pleinement.
Le deuxième volet qui est important, certes, la productivité est importante, mais elle doit aujourd'hui s'accompagner également d'une rentabilité. Et c'est notamment sur ce point-là que pas mal de choses aujourd'hui sont remises en cause, notamment en lien avec la forte hausse, multiplication par 3 du prix de pas mal d'intrants agricoles et qui forcément va venir impacter la rentabilité des cultures. Mais je dirais que certes, ce point de rentabilité est très important, mais celui qui aujourd'hui nous amène à nous interroger de plus en plus sur comment faire cette productivité, c'est plutôt que la manière de produire, la méthode de production que nous avions jusqu'à présent, est clairement mise à mal par une problématique de disponibilité d'intrants et de prix. Sans oublier que, je pense que vous en êtes rendu compte, la caisse à outils disponible pour les agriculteurs aujourd'hui et donc que vous commercialisez tout en partie en fonction des activités de chacun a pas mal évolué. Il y a un certain nombre d'intrants et notamment sur l'aspect produits phytosanitaires qui a été tout simplement aujourd'hui retiré de cette caisse à outils. Que ce soit sur les insecticides, que ce soit sur les fongicides, que ce soit également sur les désherbants. On est aussi face à des impasses techniques. Et c'est notamment sur ce point-là que je veux un peu plus m'arrêter. Aujourd'hui, on est face à des impasses techniques telles que la compaction des sols, qui est clairement croissante aujourd'hui, quels que soient les différents secteurs agricoles de France, des sols qui se compactent de plus en plus, qui pénalisent la facilité et la capacité d'une culture à s'enraciner, et forcément qu'après, ça les rend de plus en plus sensibles au stress hydrique. Je pense qu'aujourd'hui, on est pas mal dans l'interrogation de se dire va-t-il mouiller, ne va-t-il pas mouiller, puisqu'on voit très bien que d'ici une huitaine à une quinzaine de jours, si l'eau ne vient pas, le potentiel, notamment des céréales, pourrait être un petit peu clairement pénalisé. Et également d'autres sujets tels que des adventices, des salissements des sols, avec notamment des adventices qui deviennent de plus en plus résistantes, plus ou moins marquées selon les différents secteurs agricoles français. Le cours des intrants, on en a parlé, mais c'est surtout notamment la notion de difficulté d'approvisionnement que j'ai plutôt envie de mettre en avant, qui malheureusement accélère cette remise en cause sur le fait de comment peut-on faire demain pour garantir cette productivité, cette rentabilité et de plus en plus cette durabilité de pratique, cette méthode de production que l'on doit être en mesure de pouvoir tenir dans le temps. Et forcément, le contexte actuel, là, je vais clairement penser notamment au conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui commence à accélérer la volonté de relocaliser certaines productions un peu plus chez nous. Je pense notamment au tournesol, je pense également au soja, qui aujourd'hui pose question pour la pérennité de certaines filières. Et forcément, le réchauffement climatique, qui reste un point qui nous concerne tous et pour lequel l'agriculture a clairement un rôle aujourd'hui important à jouer dans tout ça. Ce qui est certain, et ce n'est pas nouveau, vous m'avez déjà entendu l'évoquer, c'est que le mode de production que nous avons depuis la fin des années 50 est clairement remis en cause. Je ne dis pas qu'il faut tout jeter à la poubelle, je dis juste qu'il y a certaines choses que l'on a pu faire pour des raisons techniques, mais surtout économiques, où aujourd'hui, pour une raison économique, cela va être compliqué de pouvoir le maintenir au même niveau. Et pourtant, il faut continuer à produire et on doit clairement continuer à produire. Pour cela, on doit trouver des solutions. Et il en existe. Par contre, le contexte nous amène à les regarder plus fortement, plus sérieusement et à mettre un coup d'accélérateur sur cette réflexion-là. Et un dernier point avant de démarrer que je souhaite soulever, c'est que aujourd'hui, cette remise en cause de la manière de produire amène aussi un changement de façon de regarder les choses. Quand on est face à un problème, en fait, un problème créé ne peut pas être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé. Et ça, c'est un homme qui s'appelle Albert Einstein qui a tout simplement été à l'initiative de cette citation que je trouve très juste. Et en fait, c'est tout simplement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, mais je vous rassure, ce n'est que le début, forcément que l'on va devoir appréhender les choses de façon plus globale qu'on l'a fait. On va en parler juste après, et forcément avec une manière différente d'aborder les choses. C'est juste une évolution, une de plus que le milieu agricole va tout simplement connaître. Ce ne sera pas la première et ce ne sera pas la dernière. Et justement, la manière d'appréhender les choses,
va nécessiter, ça fait eh bien, plusieurs mois que certains d'entre vous ont vu eh bien, cette slide-là. Malheureusement, on a trop longtemps dissocié les plantes des sols. Et aujourd'hui, clairement, l'important est tout simplement de considérer la plante et le sol comme un maillon à part entière. Ce ne sont pas deux maillons, mais un maillon, puisque vous ne pouvez pas avoir de sol fertile sans plante, et vous ne pouvez pas avoir de plantes saines et productives sans sol. Et clairement, gérer la partie fertilisation de la culture de façon dissociée du sol et de son fonctionnement, que ça soit physique, chimique et biologique, est clairement, malheureusement, eh bien, trop restrictif, et on se prive eh bien, de vraies solutions pour appréhender demain. Donc, le maillon sol-plante est clairement le maillon central de l'exploitation agricole. Et un point qui est important, c'est que il est important de reconsidérer les besoins de la plante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute plante, que ce soit une céréale, que ce soit un colza, que ce soit une légumineuse, que ce soit un protéagineux, un oléagineux, toutes les plantes ont besoin de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, d'azote et d'éléments minéraux divers et variés, comme on peut le voir sur cette slide-là. Avec forcément, aujourd'hui, quand on reprend sur les besoins de la culture, alors apparemment, il y a un problème d'affichage. Je vais juste... Alors, attendez, apparemment, les slides ne passent pas. Alors, pourtant, l'écran est partagé. Vous voyez mon écran. Là, vous voyez ça. Donc là, on est arrivé à la bonne slide. Et si je repasse en plein écran, apparemment, ça ne passe pas. Alors, attendez. Désactiver le partage d'écran. Donc là, normalement, vous me revoyez. Partagez l'écran, tout l'écran. Si je reviens dessus. Hop là. Eh bien, normalement, merci de le confirmer sur le chat, vous devez eh bien, voir pleinement mon écran. Effectivement, ça a l'air d'être bon. Désolé du désagrément, surtout, n'hésitez pas à le redire s'il y a un souci. Donc, comme je le disais, je vais repartir à ce moment-là, faire un petit retour arrière. Comme je le disais, donc hop là, voilà. Il va être important eh bien, de pleinement considérer le maillon sol-plante comme un maillon à part entière et non pas deux maillons qui sont la plante et le sol pour pleinement eh bien, appréhender sereinement, efficacement les défis qui vont se présenter à nous. Je vous le rappelle, l'important est quand même d'arriver à maintenir cette notion de productivité liée à cette notion de rentabilité, de durabilité de pratique. Alors forcément que quand on est dans un contexte où la disponibilité et notamment le coût des intrants augmente fortement, il est important de juste revenir et de repositionner certaines choses sur les besoins des cultures. Certes, une culture a besoin d'éléments minéraux et ça, clairement, c'est certain. Que ça aille du calcium, potassium, magnésium, phosphore, sodium, jusqu'aux oligo-éléments compris, les plantes ont besoin de ça. Maintenant, l'ensemble de ces éléments minéraux représente 5%, je dirais, de la quantité, si je prends en équivalent matière sèche, c'est ce que représentent ces éléments. Ils sont très importants, ils vont conditionner plein de mécanismes au sein de la plante et conditionner la croissance de cette plante-là. Maintenant, une plante sans soleil, une plante sans accès au carbone par le biais du CO2, à l'eau pour avoir de l'hydrogène, à l'air pour avoir l'oxygène, malheureusement, n'arrivera pas à pleinement optimiser cette productivité-là. Et l'azote qui
au passage, fait tant débat aujourd'hui, c'est un point important. La plante a besoin d'azote, même les légumineuses, sauf qu'elles sont capables de fixer l'azote de l'air, va bien, tout simplement représenter entre 0,5 et 4% des besoins des plantes. Sachant qu'au passage, il y en a quand même 78% dans l'air. Donc, ce maillon sol-plante est hyper important. Et quand on parle du sol, puisque c'est clairement une partie importante, il est important de revenir sur deux choses. Un sol, ce n'est pas que du sable, du limon, de l'argile, c'est une partie solide, constituée de sable, limon, argile et d'une fraction organique qui doit clairement aujourd'hui augmenter. Elle a beaucoup trop diminué et on va malheureusement avoir une incidence sur la disponibilité, sur la solubilité des éléments. Et on ne peut pas avoir de sol vivant sans une fraction organique conséquente et efficace. Mais un sol, c'est surtout aussi et avant tout une fraction, un espace poreux qui doit être occupé de façon la plus équilibrée possible entre l'air et l'eau. Quand il n'y a que de l'air, ça ne fonctionne pas. Quand il n'y a que de l'eau, ça ne fonctionne pas. Et on va voir justement que sur cette notion notamment de redox, tout ça, ces éléments-là ont une forte incidence. Pardon. Et un sol, certes, c'est constitué d'une fraction minérale, d'une fraction organique et d'un espace poreux, mais c'est surtout un écosystème vivant. Et si on veut pleinement être armé pour continuer à maintenir la productivité des cultures, sans sol pleinement vivant, nous n'y arriverons pas. Puisque cette biomasse présente naturellement dans les sols, à condition de pouvoir être correctement alimenté au quotidien avec une alimentation de qualité, et c'est notamment les matières organiques qui vont servir ça, sans oublier les exudats racinaires naturellement envoyés au niveau de la rhizosphère, vont permettre tout simplement d'obtenir une activité notamment microbienne, je pense aux champignons, je pense aux bactéries de plus en plus intenses, sans oublier les vers de terre, protozoaires, nématodes, tout cet ensemble-là qui va permettre tout simplement à la fois à des résidus de culture d'évoluer pour former de l'humus et à cet humus à être minéralisé, entraînant également la mise à disposition d'éléments minéraux. Sans oublier qu'on a tous à gagner à avoir des sols de plus en plus vivants, puisque les matières organiques vont clairement conditionner la fertilité biologique, j'en ai parlé, c'est quand même notamment ce qui va permettre d'assurer la nourriture, d'alimenter cette biomasse-là, mais également de renforcer la fertilité physique. Vous voulez des sols qui se tiennent mieux, qui soient capables d'avoir une porosité de plus en plus importante, pour, d'une part, faciliter l'enracinement des cultures et mieux stocker l'eau, clairement, augmenter cette teneur en matière organique dans les sols et surtout cette capacité à circuler, à évoluer. Sans oublier la fertilité chimique, j'entends souvent beaucoup d'intervenants sur la notion de dans le sol, il faut faire grandir la taille du frigo dans le sol et son remplissage, c'est vrai, sauf que sans matière organique en quantité relativement conséquente, malheureusement, augmenter la taille du frigo va être compliqué. Et forcément que quand on se met à aborder le thème notamment de la fraction organique des sols, il y a clairement un impératif aujourd'hui que l'on doit, on doit tous intervenir dessus pour passer de bilans humiques négatifs aujourd'hui à des bilans humiques positifs. Il va falloir clairement que l'on s'habitue à restituer au sol bien plus qu'on le fait, puisqu'aujourd'hui, bien souvent, il y a plus d'exportation de carbone que de restitution de carbone, ce qui fait que le solde est négatif et malheureusement, on ne peut pas prétendre à une augmentation du stock de carbone dans les sols sans respecter ce prérequis. C'est là où, pour ceux qui ont la chance d'avoir des effluents d'élevage, ils vont y contribuer dans une certaine mesure. Les restitutions de culture également, de couverts végétaux, sans oublier les exudats racinaires qui vont constituer une source de carbone liquide et qui sont produits grâce à un mécanisme que les plantes savent très bien faire, qui est la photosynthèse. D'où le fait de pouvoir intensifier ce mécanisme-là. Intensifier la photosynthèse, c'est intensifier la production de sucre, qui va permettre certes à la plante d'optimiser son développement végétatif. Vous voulez de la biomasse, faites augmenter l'activité photosynthétique de la plante. Et en plus, on va obtenir plus d'exudation racinaire au niveau des racines, qui va permettre de jouer deux rôles. Un, d'alimenter une activité biologique présente, et la deuxième chose, d'avoir une meilleure régulation
du couple pH-redox au niveau de la rhizosphère qui va conditionner la solubilité des éléments minéraux présents. Évidemment, s'ils ne sont pas présents, ils ne peuvent pas l'augmenter. Et c'est notamment là-dessus sur lequel nous allons nous arrêter, puisque on parle souvent, toutes les cultures ont des besoins, et donc si je n'apporte pas ce que la culture a tout simplement pris au niveau du sol, malheureusement, je vais diminuer la fertilité minérale de mon sol. Alors, oui, c'est sûr, si je prends, l'élément n'est plus présent. Sauf que je tiendrai juste à remettre les choses un peu en perspective, c'est-à-dire que quand on aborde la fraction minérale d'un sol, qui est important pour permettre à la culture de couvrir ses besoins, cela n'est pas si simple que ça. Dans la mesure où, malheureusement, on a trop pris l'habitude, et moi le premier, c'est ce que l'on m'a appris quand j'étais en études, à regarder tout le temps la fraction disponible, la fraction assimilable des éléments minéraux au niveau du sol. C'est ce que vous allez naturellement retrouver dans une analyse physico-chimique classique. Sincèrement, je ne peux que vous inviter à prendre un menu d'analyse de sol un peu plus haut de gamme et qui va vous permettre d'avoir, en plus de cette fraction disponible, la fraction totale pour chacun des éléments minéraux, pour le calcium, pour le phosphore, pour le magnésium, pour le potassium et ainsi de suite. Et donc, vous allez pouvoir mieux appréhender qu'est-ce qui est réellement présent dans votre sol. Parce que la fraction assimilable, malheureusement, n'est qu'une fraction de la fraction totale. Et clairement, si l'élément n'est pas présent, il n'y a pas de débat. Il faut l'apporter, puisque s'il n'est pas présent, la plante ne peut pas tout simplement l'avoir. Sauf que vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de sols en France, la fraction assimilable, malheureusement, ne représente, à l'exception du calcium, que globalement entre 5 et 15% de la fraction totale de l'élément présent dans le sol. Et ça, c'est le premier élément que je voulais aborder avec vous cet après-midi, c'est qu'on se doit de s'assurer de la présence des éléments minéraux. Effectivement, quand on se trouve à aborder la notion d'amélioration de la disponibilité des éléments, je ne peux pas améliorer la disponibilité d'un élément qui n'est pas présent. Donc l'étape numéro 1, c'est l'élément est-il présent, oui ou non. Et pour ça, si vous voulez la réponse, il vous faut, dans vos analyses de sol, à la fois la fraction disponible que vous avez déjà, mais également la fraction totale. Et c'est bien cette fraction disponible par rapport à la fraction totale qu'il faut savoir regarder. Et par exemple, dans le cas de figure sur la slide, maintenant que tout le monde voit correctement, si vous prenez le calcium, en fraction disponible, je vais avoir à peu près 1750 kg de calcium disponible à l'hectare par rapport à une fraction totale de quasiment 3091 kg à l'hectare. Si je regarde le magnésium, là où il m'est annoncé une disponibilité de 111 kg à l'hectare, ceci est à mettre en perspective avec une réserve totale de quasiment 1600 kg à l'hectare. Et là où bien souvent on pourrait être tenté de tout de suite rapporter du magnésium, c'est une stratégie. Il y aurait également une autre stratégie de se dire, mais en fait, ce n'est pas réellement un manque de magnésium au niveau du sol, c'est un manque de magnésium disponible. Et là, l'idée, ce serait plutôt de se dire, mais comment je peux augmenter la disponibilité du magnésium dans ce sol-là? Idem pour le potassium ici, idem pour le sodium, et on peut regarder exactement la même chose pour le phosphore, pour le soufre. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir des laboratoires en France qui proposent des menus d'analyse de sol. Clairement, aller au-delà de l'analyse d'entrée de gamme qui va être uniquement une analyse physico-chimique, prenez un menu un peu plus étoffé, forcément un peu plus coûteux, mais je vous garantis une chose, c'est que vous en aurez pour votre argent, puisque vous aurez cette vue complète, totale, et dans cette partie totale, la fraction réellement disponible. La deuxième chose, c'est qu'une fois que maintenant on sait si l'élément il est présent ou non, donc s'il n'est pas présent, on en apporte. S'il est présent, mais par contre faiblement disponible, on va passer à une deuxième étape. Ça va être d'augmenter la disponibilité de l'élément minéral présent au niveau du sol. Et la première chose, quand on aborde la notion de disponibilité, c'est que ce qu'il faut avoir conscience, c'est que la valeur absolue d'un élément pris tout seul ne veut rien dire.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un sol, on n'a pas que de l'azote, on n'a pas que du magnésium, on n'a pas que du potassium, on n'a pas que du soufre, on a l'ensemble des éléments que l'on doit mettre en lien les uns avec les autres. Notamment puisque dans un sol, il va y avoir des relations entre certains éléments, des relations d'antagonisme ou parfois des relations de stimulation. Je m'explique. Par exemple, si vous prenez l'azote et le magnésium, on sait que plus on va avoir de l'azote disponible dans un sol et plus on va améliorer la disponibilité du magnésium. À l'inverse, plus je vais augmenter la teneur en magnésium disponible dans mon sol et moins le potassium disponible va être présent en quantité importante, puisqu'il y a une relation à la fois bénéfique entre l'azote et le magnésium, mais par contre d'antagonisme entre le magnésium et le potassium. Il y en a d'autres que vous connaissez très bien, qui sont par exemple l'antagonisme entre le calcium et le phosphore, entre le calcium et le magnésium, entre le fer et le manganèse, et ainsi de suite. Et tout ça est représenté ici par le diagramme de Mulder. Vous trouvez ça sur Google très facilement, pour justement caractériser l'équilibre des éléments minéraux les uns avec les autres ou entre les autres. Et donc, plutôt que uniquement de rester sur une notion de valeur absolue parce que le labo a dit c'est telle valeur qu'il faut et si on est en dessous, attention, ça ne va vraiment pas le faire, je peux vous dire que la valeur absolue est une chose, l'équilibre est tout aussi important, voire plus important. D'où le fait de respecter des ratios que vous avez d'indiquer en bas de la slide, par exemple entre le calcium et le magnésium, où l'objectif est d'arriver au maximum sur des rapports de 5 à 7 de calcium pour 1 de magnésium. Entre le magnésium et le potassium, de 1 pour 1, ou potassium-magnésium, on le prend dans le sens que l'on le souhaite. Le fameux phosphore qui fait tant débat dans pas mal de zones de France, eh bien, le phosphore, sans mettre en relation avec le zinc, malheureusement, sur de la fertilisation localisée, on peut parfois pénaliser la disponibilité du zinc par des apports massifs de phosphore en localisé, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, c'est cette notion d'équilibre par le respect de ces ratios que je vous invite bien, tout simplement à regarder. Sachant que ce support vous sera disponible, visionnable en replay, donc vous pourrez reprendre ça tranquillement. Et le deuxième volet, sur lequel je pense que vous êtes plutôt très au courant, c'est que le pH au niveau de la rhizosphère va conditionner la disponibilité, la solubilité des éléments minéraux. Le pH, pour rappel, c'est la concentration en ion H+, en ion hydrogène, présent au niveau du sol, et qui va conditionner, plus il y a d'ions H+, et plus le pH diminue, plus le milieu devient acide, et moins il y en a, plus le milieu tend vers un milieu plutôt alcalin. Et ce fameux graphe que vous connaissez tant, qui tout simplement détermine le niveau de solubilité pour chacun des éléments en fonction du pH. Ce que l'on voit, c'est que globalement, sur une plage de pH compris entre 6,5 et 7, vous allez globalement jusqu'à 7,5 sur des types de sols plutôt sur des roches-mères sédimentaires calciques. Vous allez tout simplement être sur la plage pour laquelle l'ensemble des éléments minéraux présents dans le sol vont avoir un niveau de solubilité le plus important. Sauf que malheureusement, on ne nous a pas tout dit sur ce sujet-là, et comme le savoir et les connaissances évoluent sans cesse, aujourd'hui, au vu de l'état des connaissances actuelles, ce n'est pas le pH seul au niveau de la rhizosphère qui conditionne la solubilité des éléments, mais bien le pH plus le potentiel redox. Et c'est bien ce combo pH potentiel redox qui va conditionner la solubilité des éléments minéraux présents au niveau de la rhizosphère. Alors, juste avant de rentrer dans le détail, peut-être que la notion de potentiel redox peut être des choses un peu nouveaux pour certains, et c'est bien normal, puisqu'on en parle très très peu, on en parlera de plus en plus à l'avenir, puisque beaucoup de processus biologiques sont régis par des relations d'oxydoréduction, et l'oxydoréduction, c'est ni plus ni moins qu'une réaction d'échange d'électrons entre deux composés chimiques. Entre un oxydant qui va capter des électrons et un réducteur qui va en donner. J'ai pris l'exemple du fer visuellement, il permet très vite de comprendre en fait ou de matérialiser
eh bien, ces réactions d'oxydoréduction. Le fer, eh bien, tout simplement, lorsqu'il passe eh bien, sous forme orangeâtre, marronâtre, on appelle ça la rouille, eh bien, c'est tout simplement ce fer qui est passé sous une forme Fe3+, tout simplement parce qu'il a capté eh bien, des électrons. À l'inverse, par exemple, dans un sol relativement hydromorphe, en sortie d'hiver, où on a des couleurs souvent un peu bleutées, accompagnées d'odeurs assez nauséabondes, eh bien, c'est plutôt le fer qui est passé sous une forme Fe2+, et qui a capté eh bien, tout simplement un électron. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça se produit de façon eh bien, un peu permanente, à la fois au niveau d'un sol, au niveau d'une plante, nous-mêmes à l'intérieur de notre corps. On appelle ça notamment donc, des réactions d'oxydoréduction. Et ces réactions d'oxydoréduction eh bien, vont pouvoir avoir une variable mesurée, comme le pH, qui correspond à la concentration eh bien, en protons. Le potentiel redox correspond à la concentration en électrons d'un composé, tel qu'il soit. On peut faire une mesure de potentiel redox sur un sol, on peut faire des mesures de potentiel redox sur la sève d'une plante, on peut mesurer le potentiel redox pour une eau de pulvérisation ou d'abreuvement. C'est applicable à beaucoup de domaines. Et donc, cette mesure qui correspond à la concentration en électrons correspond à une mesure en millivolts, puisqu'en fait, un échange d'électrons correspond tout simplement à des relations donc, électriques, et qui va conditionner un niveau d'oxydation. Plus je vais avoir d'électrons dans un milieu, eh bien, plus mon potentiel redox va être bas, moins j'en ai, plus il monte. Et tout cela, je vous rassure, peut se mesurer, alors de façon plus ou moins fine en fonction de l'appareil de mesure que l'on va pouvoir avoir. Aujourd'hui, de façon relativement simple et accessible sur le terrain, vous allez pouvoir avoir eh bien, un pH mètre et un redox mètre qui permettent directement en contact avec un sol, avec un minimum d'humidité, d'avoir une mesure de pH et de redox, et donc de pouvoir se positionner sur le fameux diagramme que l'on va revoir juste après. Et il va y avoir après des appareils de plus en plus sophistiqués pour aller sur des niveaux de mesure et de précision de plus en plus forts. Sachant que tous ces tests-là peuvent être eh bien, tout simplement également amendés avec des tests complémentaires comme le test Besch, le slack test ou le test à l'eau oxygénée. Ce diagramme de Pourbet, pour revenir là-dessus, va conditionner la solubilité. Je vais m'arrêter sur le graphe qui est en haut à droite de la slide, qui correspond au manganèse. Et en fait, je pense que dans beaucoup de cas, aujourd'hui, on entend parler de soi-disant de carences, en fait, qui sont bien souvent des carences induites. L'élément est présent, on a fait des analyses de sol, l'élément est présent, sauf que la plante dit qu'elle n'arrive pas à satisfaire ses besoins, notamment mise en évidence par des analyses de foliaire ou de sève. Eh bien, tout simplement parce que si je prends l'exemple du manganèse, je peux être à un pH de sol de 7. Si mon potentiel redox eh bien, tout simplement dépasse 500 millivolts, eh bien, le Mn2+, qui est la forme assimilable du manganèse par les racines de la plante, va passer de cette forme-là à une forme soit Mn2O3 ou MnO2, qui sont des formes non assimilables par les racines de la plante. L'élément est présent, mais malheureusement pas disponible, soluble. Et ça, c'est valable pour tous les éléments minéraux. On appelle ça les diagrammes de Pourbet. Vous les retrouverez également disponibles sur Internet. Et tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pH, comme le potentiel redox, au niveau d'un sol, ce n'est pas quelque chose de fixe, de figé. Ça évolue en fonction du temps et notamment en fonction de la proportion RO au niveau d'un sol. L'objectif sur un sol va être de tendre eh bien, sur un pH aux alentours de globalement 6,5 au niveau de la rhizosphère à 7 max, et pour le potentiel redox aux alentours de 400-410 millivolts, et d'arriver à être le plus stable possible, sachant que ça ne sera jamais une droite horizontale. Les deux paramètres qui permettent de tamponner ces variations au niveau du redox sont la teneur en matière organique et l'activité biologique. Eh bien, malheureusement, ce sont deux points dans beaucoup de sols en France qui sont en baisse, et donc malheureusement qui va engendrer des fortes variations de potentiel redox, tant à la baisse pendant l'hiver, tant à la hausse pendant l'été, et qui va malheureusement réduire la solubilité des éléments minéraux dans le sol. Ce que l'on va tout simplement vouloir maintenir au maximum. C'est notamment pour cette raison-là que vous devez entendre parler de plus en plus d'apport d'éléments antioxydants au niveau des sols ou sur les plantes. C'est notamment pour intervenir sur ces points-là.
Alors, un élément présent, c'est une chose, c'est déjà bien, c'est un bon début. Un élément présent disponible, c'est encore mieux. Sauf que ce n'est pas suffisant. Un élément présent, disponible et accessible va permettre à la plante de satisfaire ses besoins en tel et tel élément minéral. Sauf que vous le savez aussi, tous les éléments minéraux n'ont pas le même niveau de mobilité dans un sol. Par exemple, si vous me prenez des éléments comme l'azote, comme le potassium, ce sont des éléments qui sont quand même assez fortement mobiles dans un sol, contrairement par exemple à du phosphore, à du zinc, notamment du manganèse, du cuivre, qui sont des éléments qui vont être plutôt apportés de façon généralement localisée autour du système racinaire. Ce qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des éléments présents, des éléments disponibles. Par contre, il faut qu'ils soient accessibles. Et accessibles à qui? Aux racines. Et donc, le but du jeu, c'est que pour augmenter cette fertilisation naturelle, parce que l'élément est présent dans le sol, clairement, il va falloir augmenter la densité racinaire des cultures, mais il n'y aura pas d'augmentation de densité de racines s'il n'y a pas de porosité. Or, on le voit bien sur le terrain, la porosité des sols est souvent le facteur limitant. Et donc, il va falloir lever ce volet-là si on le veut permettre d'atteindre l'objectif que l'on s'est fixé ici, qui est augmenter l'accessibilité aux éléments minéraux pour les racines. Donc, voilà ce que je voulais aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que bien souvent, quand les intrants sont facilement disponibles, quand ils sont peu coûteux, en fait, on se dit la plante elle a des besoins et donc il faut apporter l'élément pour compenser les exportations. Oui, c'est vrai. Et il y a plein de façons de le faire. Tout à l'heure, notamment pour ceux qui ont des effluents d'élevage, c'est un excellent moyen d'en réapporter une partie non négligeable. La restitution des cultures va aussi permettre de ramener des éléments qui, eux, ne vont pas être exportés. Maintenant, ce qu'il faut quand même avoir conscience, c'est que dans un sol, il y a une quantité importante d'éléments qui sont présents, mais malheureusement faiblement disponibles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut vivre éternellement sur les réserves, c'est surtout pas mon propos. Comme tout stock, il doit être réalimenté, mais en veillant quand même à augmenter la fraction disponible de chacun des éléments. Vous allez améliorer la facilité avec laquelle la plante va satisfaire ou pouvoir satisfaire ses besoins. Mais pour ça, il va falloir clairement augmenter la prospection racinaire, qui va permettre d'ailleurs aussi de limiter la sensibilité de la plante au stress hydrique. C'est pour ça que je ne pouvais pas aborder ça sans aborder également l'importance de l'activité microbienne qui va permettre l'entretien et le maintien de cette porosité dans le sol. Nous avons en France des sols qui sont bien trop souvent compactés et à l'inverse pas suffisamment poreux avec des aspects grumeleux. Pour avoir une activité microbienne hyper intense, il y a un super moyen de l'entretenir, ce sont les exudats racinaires naturellement envoyés au niveau de la rhizosphère par une plante. Sauf que pour en avoir beaucoup, il faut avoir une photosynthèse très intense. Et ça, malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Vous voulez le savoir, mesurez les degrés Brix dans les sèves, vous allez vite savoir si vous êtes élevé ou pas élevé. Et l'importance de la matière organique qui va d'une part permettre le maintien de cette stabilité structurale et donc également de servir de source d'alimentation à cette activité, à cette biomasse microbienne. Alors, forcément qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous connaissez Vertal. Et chez Vertal, on a depuis maintenant l'équivalent d'une quinzaine d'années fortement travaillé pour améliorer cette fertilité globale des sols, incluant la fertilité biologique, physique et chimique. Avec des solutions sous le nom d'activateurs de sol, et notamment le produit phare de la gamme qui est le Vertalsol. Ce Vertalsol, aujourd'hui, si vous devez retenir une chose, c'est que certes, il y a le contexte actuel dans lequel nous sommes, oui, très bien, mais son rôle majeur et qui reste encore plus d'actualité, c'est de libérer les éléments minéraux présents, mais pas forcément disponibles. Et ce, comment? Justement, en venant apporter une vraie solution à cette capacité à pouvoir maintenir la rhizosphère dans un contexte pH, mais surtout redox, optimal. Puisque, tout simplement, ce qu'il faut savoir, et ça, notamment, prenez appui sur les travaux d'Olivier Husson, il en parle bien mieux que moi et bien plus largement que moi, mais les conditions pH redox
conditionne la disponibilité des éléments minéraux, c'est-à-dire que ces éléments qui sont présents, verrouillés aujourd'hui ou sous des formes en fait indisponibles, en jouant sur le pH, mais également surtout le redox, vous allez eh bien, tout simplement augmenter leur solubilité, mais vous allez aussi permettre à cette biomasse microbienne d'intensifier son activité et de plus en plus augmenter également en termes de quantité. C'est grâce à cette activité microbienne que vous allez tout simplement pouvoir gagner en porosité dans le sol et donc derrière de faciliter le développement racinaire de la culture. Et comment on le fait? Eh bien, tout simplement avec le Vertalsol qui contient de la mélasse de canne à sucre, choisie pour sa richesse en sucre notamment, pour ses conditions, ses propriétés pH redox et sa richesse en éléments minéraux qui vont permettre de venir rapidement intensifier cette activité microbienne. Relayée par des extraits de plantes judicieusement choisis, dont notamment par exemple la bardane et la stringale, qui ont des effets maintenant reconnus dans la biblio pour des propriétés antioxydantes, plutôt pratique pour réguler le potentiel redox de la rhizosphère, mais également sur ses propriétés bénéfiques pour intensifier la biomasse microbienne d'un sol. Et un bioferment qui est du jus de lombricompost qui va nous permettre eh bien, très rapidement de venir aussi accélérer la disponibilité par l'apport d'enzymes eh bien, des éléments minéraux. Le tout positionné à 3 litres hectares sur des sols à texture faiblement limoneuse, c'est-à-dire inférieure à 35% d'argile, positionnable au printemps ou à l'automne, et qui vont permettre eh bien, tout simplement de gagner en disponibilité d'éléments, assurer une amélioration de la porosité du sol et donc d'optimiser le développement de la culture derrière. L'intérêt, c'est qu'il est prêt à l'emploi, il est miscible aujourd'hui, parfaitement miscible dans le pulvé, et surtout, il a la possibilité de pouvoir se positionner avec des désherbants en post-semis prélevé notamment, et homologué en bio. Et un point important, c'est que quand on dit activateur de sol, on dit « oh là là, il va falloir énormément de temps pour en voir les effets ». Alors clairement, je vous garantis une chose, c'est non. Il ne faut pas 3 ans pour voir les effets d'un Vertalsol. Un Vertalsol, aujourd'hui, vous le positionnez à l'automne. Vous allez avoir la possibilité, dès le printemps qui suit, de voir les premiers effets du Vertalsol, matérialisés ici par les photos, c'est-à-dire l'amélioration, le passage de la situation de gauche à la situation de droite, avec l'amélioration en fait, de la porosité du sol, avec un aspect de plus en plus grumeleux. Et donc, si derrière vous vous dites, oui, mais moi, je suis plutôt en sol argileux, ça fonctionne exactement de la même façon. Grâce à ça, on va obtenir très rapidement, eh bien, de façon visuelle, il faut juste avoir une bêche eh bien, dans la voiture quand on va en tour de plaine et qui vont vous permettre eh bien, de faire conscientiser à vos agriculteurs eh bien, l'amélioration du développement racinaire de la culture et qui, bizarrement, visuellement également, même au niveau de la biomasse aérienne, va eh bien, s'accompagner d'un meilleur développement de la culture. À la fois en densité, à la fois en nombre de thalles. Sur un blé, c'est relativement visible, ou sur un maïs, avec ce côté, eh bien, notamment au niveau de la poupée, nombre de grains, amélioration de la fécondation, et le stay green, notamment, qui est très regardé sur le maïs. Mais ça provient de 2 choses, c'est l'amélioration de l'enracinement de la culture et donc derrière de l'accès à des éléments présents, mais qui n'étaient pas forcément dispo, parce qu'en plus, bloqués, notamment par le volet redox, qui n'est pas clairement de moins en moins optimal, parce qu'on a des sols en baisse en termes de teneur de matière organique, et avec des activités biologiques de moins en moins intenses. Et au passage, chose que l'on a pu clairement vérifier à plusieurs reprises sur des essais pluriannuels, une amélioration et bien tout simplement du stockage de l'eau dans les sols. Bah oui, vous voulez stocker plus d'eau plus facilement pendant la période hivernale, augmenter la porosité des sols. Et forcément que quand on va améliorer eh bien, à la fois la capacité de la plante eh bien, à satisfaire ses besoins, à pouvoir mieux lutter, je dirais, ou accepter des stress, forcément que vous allez avoir une incidence sur la productivité de la culture et de sa qualité,
même si je ne suis pas du tout en train de faire une promesse de rendement, vous allez avoir tant de quintaux en plus, ce sont des choses clairement que l'on voit quand on prend le soin de faire le positionnement de Vertalsol, à côté, dans une zone homogène, une bande témoin, et ça, je vous invite à le faire pour, dès la première année, conscientiser tout ça. Oui, vous allez avoir une incidence sur la productivité et la rentabilité. Puisque un activateur de sol tel que le Vertalsol, vous allez avoir un budget à 3 litres hectares compris entre 46 et 57 euros de l'hectare selon le conditionnement, oui, il va falloir être en mesure de prouver le retour sur investissement dès la première année. Et ça, c'est des choses que l'on a fait à X reprises dans différentes zones de France. Ça fonctionne, c'est ce que nous observons et vous devez être en mesure de faire observer ces mêmes choses-là à vos agriculteurs, puisqu'une fois qu'ils ont vu, qu'ils sont convaincus, clairement, ça permet de fidéliser facilement les pratiques dans le temps. Alors, c'est vrai sur serre à la paille, c'est vrai sur maïs, c'est également vrai sur colza, vous allez le retrouver à chaque fois. Je vois le temps qui passe et donc vous pourrez également le pousser au bout de 2-3 ans, revenir refaire des analyses de sol pour bien vous assurer que la fraction disponible augmente et donc derrière de pouvoir avoir des pratiques de gestion de la fertilité du sol durables dans le temps, puisque forcément qu'il va y avoir aussi cette notion de comment j'entretiens le stock dans le temps. Et forcément que quand on parle de sol en France, il n'y a pas un type de sol en France, il y a des types de sol en France, puisqu'on a une carte géologique qui est relativement hétérogène en France, donc X types de sol en France. On n'a pas un produit pour un activateur de sol pour toute la France. On a une gamme sol qui va nous permettre également d'intégrer les fameux ratios CA-MG. Quand il n'est pas suffisant, inférieur à 5, on va tout simplement apporter le Vertalsol sur un support de calcium, apporté notamment par 3 sources, du carbonate de calcium, de la dolomie et du gypse. Et à l'inverse, quand le ratio CA-MG est optimal, mais que c'est le ratio MgO sur K2O qui est déséquilibré, la possibilité d'apporter le Vertalsol MgO compacté, qui est du Vertalsol mis sur un support de sulfate de magnésium. Voilà, donc qui va permettre d'appréhender les choses. Donc voilà la gamme sol aujourd'hui, avec un petit nouveau qui vient aujourd'hui de rentrer dans la gamme pour notamment, puisqu'on dit toujours que le marché est têtu, et ça c'est vrai dans le milieu agricole, mais c'est vrai partout, bien souvent, en fait, un des freins au positionnement de ce type de produit va être notamment le manque d'effets visuels rapidement après le positionnement du produit sur le sol, et donc l'effet sur la culture. C'est ce que nous avons voulu clairement intensifier, permis par le Vertalsol Nutriactive. Le Vertalsol Nutriactive est clairement une solution, donc avec une présentation liquide, qui va permettre, certes, d'apporter tout ce qu'il faut pour jouer sur la disponibilité des éléments minéraux avec la gestion du couple pH-redox, d'intensifier l'activité microbienne au niveau des sols pour gagner en porosité, enrichi avec une saumure magnésienne, donc qui me permet d'apporter du magnésium directement assimilable par voie racinaire et donc d'avoir un effet verdoyant sur la culture, visible et observable clairement en moins de 6 semaines post-application du Vertal Nutriactive. Ce qui va permettre notamment à vos clients agriculteurs, par exemple sur des semis de colza ou sur des semis de céréales, avant la fin de l'année, c'est-à-dire d'ici la fin du mois de novembre à mi-décembre, de dire effectivement, par rapport à la bande témoin, là où j'en ai pas mis, il y a clairement un effet sur le développement de la culture avec une culture plus développée, plus verdoyante, ça se voit, c'est marqué, et donc clairement, j'ai bien fait de vous faire confiance. Ce qui n'empêchera pas que sortie d'hiver, on ira leur faire constater les mêmes effets sur la partie porosité du sol, sur l'aspect décomposition de résidus, sur l'aspect développement racinaire, jusqu'à l'aspect également productivité et qualité de la culture. Donc ceci reste vrai. Maintenant, on est vraiment sur un produit qui va se positionner donc
excusez-moi, j'ai oublié de le dire, à 30 litres hectares, et qui, donc, application au pulvé, par contre, qui va s'appliquer seul. On est quand même avec un apport de saumure de magnésienne, une saumure magnésienne, pardon, et donc qui est clairement à appliquer seul pour éviter des effets non souhaités sur la culture, contrairement au Vertalsol. Et donc, forcément, que la logique reste exactement la même en fonction des conditions de sol dans lesquelles vous allez pouvoir être. Un point important, c'est-à-dire que clairement, quand on joue sur cette disponibilité d'éléments, forcément qu'aujourd'hui, un agriculteur, ce qu'il souhaite, c'est toujours respecter ce fameux triptyque dont on est parti au début, qui est cette notion de productivité. C'est important. Cette notion également de qualité de la culture, et quantité et qualité va conditionner cette notion de rentabilité, qui est importante aujourd'hui de maintenir avec cette notion de durabilité de pratique. Clairement, je ne peux pas vous l'imposer, mais je vais quasiment vous l'imposer. Mettez en place des bancs de témoins. Vous allez gagner du temps. Vous allez gagner du temps puisque quand vous allez revenir chez votre agriculteur, vous allez lui dire alors qu'est-ce que donne le Vertal Sol ou le Vertal Sol Nutriactive, et il va vous dire par rapport à l'année dernière, c'est peut-être pas plus mal, ou je sais pas, j'ai pas trop vu, il me semble pas qu'il y ait de différence par rapport à d'habitude. Sincèrement, tant que je n'ai pas de témoin à côté, je ne peux pas comparer. Donc sincèrement, mettez des bancs de témoins. Je ne vous demande pas de faire des hectares. Il s'agit des fois de laisser un passage de pulvé sans. Et là, l'avantage, c'est que vous avez la possibilité de montrer dès, les premières semaines de développement de la culture jusqu'à la récolte, la différence avec et sans, ce qui va vous permettre d'apporter une preuve objective de l'efficacité du produit positionné, et surtout de son intérêt à la fois technique, mais surtout économique. Et techniquement, on peut améliorer beaucoup de choses. Aujourd'hui, forcément, ce que l'on doit aussi assurer, c'est cette rentabilité de la pratique mise en place. Et ça, sincèrement, il n'y a qu'en faisant ces bandes témoins que vous allez pouvoir objectivement le prouver. Sachant que l'avantage, c'est qu'aller jusqu'à la mesure du rendement aujourd'hui est de plus en plus facile. Un certain nombre de plus en plus importants sont équipés de rendements instantanés. Et quand ils ne sont pas équipés de ça, aujourd'hui, on a des systèmes de pesée relativement rapides avec Peson, Big Bag, et qui permettent très rapidement, dans 1 à 2 parcelles chez des clients leaders sur le secteur, de pouvoir objectiver cette notion de quantité et de qualité de la culture. Voilà ce que je souhaitais vous faire part aujourd'hui. Ce qui est important, oui, on est dans un contexte où la disponibilité est tendue. Comment les choses vont évoluer, on voit bien que clairement, ça ne va pas forcément se détendre tout de suite, et notamment en termes de coûts de plus en plus élevés. Justement, je pense qu'il est clairement l'occasion de se dire, on a des éléments qui sont présents dans les sols, malheureusement faiblement disponibles, justement, rendons-les plus fortement disponibles. Et donc justement par la gestion de cette notion d'équilibre et couple pH redox, et surtout de remettre de la porosité dans les sols pour augmenter le côté accessible de l'élément minéral au niveau des racines. Voilà, et c'est ce à quoi servent les activateurs de sol. En tout cas, ceux que nous proposons. Merci à vous, et donc maintenant ce que je vous propose, c'est que nous passons aux questions. Merci à toi, Mathieu, pour cette présentation très claire. J'ai noté quelques questions que je vais te faire remonter. J'avais déjà une première remarque sur est-ce que tu as des retours sur des prairies plutôt que des terres labourables? Alors, sur les prairies, aujourd'hui, le principal retour que l'on va notamment avoir, alors certes, productivité, qualité, je ne peux que vous inviter après derrière à aller regarder ça. Il y a un effet visuel qui est très rapidement observable. C'est notamment quand vous allez le positionner sur des prairies avec notamment en sortie d'hiver beaucoup de renoncules qui sont des plantes en fait qui indiquent clairement des situations d'hydromorphie, rumex notamment également. Chardon, qui montre plutôt des blocages d'évolution de matière organique, c'est clairement suite au positionnement notamment du Vertal Sol ou de la gamme Sol
clairement une atténuation en fait de cette flore adventive présente, laissant tout simplement après plus de place pour les autres. Et la deuxième chose, c'est cette augmentation de densité de plantes au mètre carré qui naturellement se produit, accompagnée par un retour spontané, alors sur des prairies de 2, 3, 4, 5 ans, des légumineuses qui naturellement reviennent. Voilà ce que je peux dire. Merci, c'était très clair. J'ai également une question sur les conditionnements qui sont proposés. Est-ce que tu peux nous dire ça pour le sol et le Nutriactive, le Vertalsol Nutriactive? Donc, le Vertalsol, aujourd'hui, 2 conditionnements possibles, ce qui est très pratique. Bidon de 10 litres, notamment quand on souhaite démarrer le positionnement sur le terrain avec un objectif clairement de convaincre les agriculteurs. Donc, l'avantage, c'est que ça permet de facilement mettre le pied à l'étrier. Et pour des gens après derrière qui ont validé l'efficacité et le retour sur la productivité et la rentabilité, de pouvoir passer sur le conditionnement de fûts de 200 litres. À l'inverse, forcément qu'avec une dose à l'hectare de 30 litres hectare avec le Vertalsol Nutriactive, le conditionnement est IBC de 1000 litres. D'accord, merci. J'ai également eu dans le chat des échanges sur la possibilité d'enterrer un slip. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Effectivement, j'ai pas insisté là-dessus. Alors le slip, coton, ce qu'on veut. L'intérêt, c'est que c'est un moyen, dans les moyens de mesure, on avait parlé du redoxmètre, du pH mètre, du slack test, du test bêche, du test à l'eau oxygénée. On a aussi la possibilité, pour appréhender en fait l'intensité de l'activité microbienne, d'enterrer en fait à une profondeur donnée, globalement qui va être aux alentours de 15 cm, et pendant une durée à peu près de 2 mois, parce qu'un slip en coton, synthétique, ça ne marche pas. Coton, et qui va permettre tout simplement l'activité microbienne va venir dégrader en fait la fibre du slip, et plus elle va avoir une activité naturelle intense, plus le slip au bout de 2 mois va être dégradé comparativement au témoin. Voilà. Ok, merci. Donc c'est sympa, ça permet je dirais un peu de façon un peu marrante d'objectiver cette activité et cette intensification de l'activité biologique des sols. D'accord. J'avais également une remarque que j'ai vue passer sur la possibilité d'un webinaire pour les agriculteurs. Est-ce qu'on a ça prévu bientôt? Oui, on a ça prévu bientôt. L'objectif, c'était de vous donner la priorité à l'info, le fait que vous puissiez bénéficier déjà et vous ayez pu assister à ce premier webinaire. L'objectif, donc, on souhaite et on va organiser un webinaire clairement dédié aux agriculteurs le 24 mai, 14 h, où tous vos clients agriculteurs sont les bienvenus. Et ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui, globalement, c'est ce qui leur sera également présenté pour leur faire prendre conscience que quand on parle d'éléments minéraux, il y a cette fraction totale et l'objectif est clairement d'augmenter la disponibilité de ces éléments-là, conditionnés par X paramètres que vous avez pu voir aujourd'hui. Sans oublier comment on fait derrière et donc les solutions qui sont disponibles. Ok, merci Mathieu. J'ai également une autre question qui vient d'apparaître sur la complémentarité avec l'apport de bactéries de champignons ou d'acide fulvique, humique. Ok. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est à la mode. Et je n'ai pas dit que ce n'est pas efficace, je dis c'est à la mode. Quand on parle d'activateur de sol, très souvent, en fait, c'est la notion d'apport de micro-organismes exogènes qui arrive. L'intérêt, c'est qu'en fait, en apportant des bactéries bien spécifiques, on peut augmenter très rapidement la disponibilité, la solubilité des éléments minéraux. Je pense notamment au phosphore. La limite, par contre, et ça, c'est malheureusement pas forcément encore beaucoup dit, c'est que les conditions pH redox au niveau de la rhizosphère vont conditionner la famille, on va dire, de micro-organismes qui va naturellement se développer. Et on est sur des sols déjà très, très bactériens en France. Donc, rapporter des bactéries, oui, ok, très bien. Mais il y a un moment où l'intérêt du Vertalsol est plutôt de se dire, mais en fait, on a des sols où aujourd'hui, on a une biomasse microbienne qui est présente. L'idée est plutôt de revenir à l'image d'un thermostat qui va régler le chauffage dans une pièce, de venir bien régler le thermostat du sol pour favoriser le développement de ces micro-organismes. Donc,
Complémentaire, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est soit l'un, c'est soit l'autre. Ok. Et plutôt le Vertelsol, si j'ai bien Bah, bien suivi. sûr. Bah oui. Oui. Bah, clairement, vous aurez un effet direct sur le potentiel redox que vous n'aurez pas forcément à la même vitesse avec des apports de micro-organismes exogènes. Voilà. Ok. Et la tenue dans le temps, forcément, tient pas de la même façon. Et je vais te donner une dernière question parce qu'on arrive à l'heure prévue. J'ai une demande d'avoir le PowerPoint qui a été présenté. Alors, je redis que le webinaire est accessible en replay pour ceux qui veulent le revoir ou diffuser à d'autres personnes sur notre chaîne YouTube. Et est-ce que tu pourras envoyer soit ta presse ou soit une synthèse de ta presse aux participants? Oh, oui, il n'y a aucun souci. D'accord. Eh bien, ceux Que qui ça le serve souhaitent, au plus grand n'hésitez nombre pas à le mettre. surtout. Ok. Très bien. On va conclure ce webinaire dédié au fonctionnement des sols. Je vous remercie à tous de votre participation active. C'est très sympa de voir vos interactions dans le chat. Et puis, donc, vous l'avez compris, rendez-vous le 24 mai prochain pour un webinaire dédié à vos clients agriculteurs qui puissent également voir cette présentation et poser leurs questions. Et puis, comme je vous l'ai dit au début du webinaire, nos animateurs commerciaux prendront contact avec vous prochainement pour organiser des rencontres, soit des formations, soit des rencontres chez vous ou chez vos clients agriculteurs. Je vous souhaite à tous une belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.